Grande figure compiègnoise, Pierre-Louis Poiret est un peintre reconnu qui a abordé la peinture en autodidacte passionné, en infatigable curieux de l'univers et des hommes. Philosophie, sciences, histoire, littérature, la culture est partout dans ses toiles, construite en abîme autour d'un sujet. Sa carrière de peintre débute dans les années 50 et ne cesse de s'enrichir des domaines les plus divers de la connaissance. Astronomie, physique, chimie, médecine, psychanalyse, généalogie sont autant de portes d'entrée qui lui permettent de transmettre sa propre compréhension du monde. Cette exposition rétrospective est un hommage du talent de celui qui nous a quittés il y a un an, mais qui reste vivant ici et maintenant. Parler de la peinture de Pierre-Louis Poiret est quelque chose de très passionnant, parce que c'est une peinture qui vous interpelle, elle est surprenante. Il a ouvert énormément de voies. C'était un chercheur infatigable, très curieux de tout, et du monde qui l'entourait et des hommes. Et il faut voir les nombreux portraits également qu'il a pu saisir, où quelquefois on a pu le comparer à un voleur d'âme, dans la mesure où il saisissait une expression que des proches n'avaient pas saisie. Et finalement, bien que l'ayant très bien connu, eh bien, je ne connaissais pas entièrement tout ce qu'il a pu ouvrir comme porte. Il a aimé, il a peint un petit peu à la façon de Picasso, un petit peu, il a approché de Cézanne, il a approché de Buffet également. C'est un peintre qui ouvre aussi sur l'univers et sur l'au-delà et qui s'adresse justement à l'inconscient. Il ne fait pas d'ailleurs que de la peinture, c'est aussi des sculptures. La psyché, la Dionée, qui ont toujours quelque chose à voir avec l'inconscient et qui donc nous, en général, plaît infiniment parce que ça s'adresse un petit peu au plus profond de nous-mêmes. J'ai connu Pierrot de tout temps en fait. Je crois que du plus loin que je me souvienne, c'était l'artiste à Compiègne et de ce côté-là, il était la figure de l'artiste pour moi, plus jeune que lui. Puis j'ai eu comme mission d'être commissaire d'exposition plusieurs fois et plusieurs fois j'ai eu l'occasion de travailler avec lui et ça a été un grand plaisir parce que Pierrot était d'une curiosité insatiable et ça m'amusait beaucoup de l'entendre parler aussi bien de la vie des fourmis que du cosmos, que de Einstein. Einstein expliquant que cette toile qu'il a, qui est l'inspiration Vasarely, on aurait pu la mettre dans l'autre sens et qu'il aurait mis un petit moteur par derrière pour qu'elle tourne, enfin des tas de choses impossibles pour les commissaires d'exposition, de peu de moyens que j'étais. Et donc c'est ce type de souvenir. Et puis sa manière de chercher dans toutes les techniques, il était à l'affût de tout ce qui se passait. Il avait un vieux maître auquel il est resté toujours très fidèle et nous en parlions ensemble très souvent. Mais à travers toutes ces rencontres, ce qui était intéressant, c'était de voir comment il avait évolué, comment là il avait un petit mot avec Picasso à dire, là c'était Buffet, puis ensuite du Buffet plus loin, et puis Vasarely, toutes les époques qu'il a traversées, en chaque fois prenant un petit peu pour en faire du Poiret. Saint-Pierre des Minimes, c'est un des cadres, un des joyaux de Compiègne pour y exposer, donc ça c'est vraiment un endroit qui est somptueux pour présenter. Alors évidemment pour la peinture c'est un petit peu frustrant parce que pour que chaque œuvre soit respectée, on ne peut pas y mettre autant de peinture qu'on l'aurait souhaité. Parce que sinon les œuvres de Pierre-Louis auraient été très les unes sur les autres, ça aurait fait un petit peu... Là chacune prend sa respiration avec son époque, mais en effet c'est pas assez représentatif de l'œuvre foisonnante qu'a eu Pierre-Louis, comme on voudrait.
Tout au long de sa vie, Pierre-Louis Poiret a tenu à montrer son travail à ses compatriotes compiègnois. Sa première comme sa dernière exposition se tinrent à Compiègne, ville dans laquelle il a toujours vécu, poursuivant une recherche personnelle exigeante, mais non dénuée d'humour et de fantaisie. Adepte du bien vivre, l'artiste n'a pas manqué dans maintes toiles de nous faire partager son goût des paysages urbains ou sylvestres, prenant soin d'évoquer tel ou tel site de la vaste forêt qui entoure sa ville natale. De même a-t-il tracé avec une saveur toute particulière les traits de beaucoup de ses contemporains. Nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui conservent à Compiègne de ses portraits. Il avait gardé une profonde affection pour son professeur de littérature, Roger Judrin. Le seul professeur de français-latin de Compiègne qui nous ait appris quelque chose, qui nous ait séduit. Comme ça, un portrait, il mettait combien de temps? Il allait vite, il s'arrêtait, puis il reprenait 8 jours après. C'était assez long pour l'avoir. Mais il était du genre à ne jamais terminer. Je pense que là, c'est très beau quand il y a une signature. Il n'y a pas toujours une signature, parce qu'on peut revenir dessus quelquefois 2 ans après. Alors là, il s'est lancé dans le cosmos. Alors le cosmos, c'est quelque chose qui l'intriguait énormément et qui, moi, me faisait toujours peur. Il avait un balcon qui donnait au nord, donc c'était extraordinaire. Il avait ses lunettes d'approche, de vue et tout. Et il passait des heures et des heures à décortiquer le ciel. Il était lunaire. Il a toujours été lunaire, toujours. Il regardait, et puis... Voilà, il a eu 2 traits caractéristiques. Donc d'être très dans le cosmos, l'univers, et l'autre c'était les boîtes de nuit. Il avait suggéré à M. Legendre de mettre une main courante de la rue des Domeliers pour aller de bar en bar. Pierre-Louis Poiret était pour tous ceux qui l'ont connu synonyme de fête. Il devint ainsi l'incontournable noctambule de la vie compiègnoise, incapable de rentrer tant qu'il restait un brin de vie tardive dans quelque endroit de plaisir. Adepte du champagne, de la bulle rémoise qu'il dégustait d'une manière toute personnelle, pose de la tête, reconnaissance du produit, recherche de l'orifice buccal et basculage de l'ensemble. Présent jusqu'au bout de la nuit, accoudé au bar. J'ai accroché le mousqueton, disait-il, avant de piquer un roupillon. Alors on le secouait. « Pierrot, tu dors ?» Il s'est broué. « Mais non, voyons. » Je réfléchis.
bicentenaire de la Révolution française, Pierrot va peindre ce tableau, La liberté enchaînée, peinture symbolique s'il en fut, car vous avez là la liberté, c'est représenté par Andromède, enchaînée à son rocher, attendant que des monstres marins viennent la dévorer, un jeu d'échecs, avec le roi, la reine, la tour qui est par terre, le cheval, une résille qui enclôt tout cela, qui empêche de parler, ces deux lèvres closes également, et la République française qui arrive derrière. Tout cela dans un entrelac de jeux qui donne presque un mouvement à la toile et qui fait partie de l'art cinétique au même titre que la table ou que Einstein derrière, cet art cinétique où le mouvement est là, dans la toile ou dans l'œuvre. Peintre compiègnois, Pierrot est également le peintre des reflets, de la lumière. Il peint là sur plexiglas avec de l'acrylique et il peint son environnement, c'est-à-dire Compiègne, la forêt, l'importance des rayons lumineux dans la forêt de Compiègne par exemple, Pierrefonds par exemple que vous avez à gauche, le pont avec Jeanne d'Arc, le château de Compiègne bien entendu, les Morienval, Jeanne d'Arc qui le représentera énormément et bien sûr les reflets puisque ce tableau en plexiglas est éclairé par derrière et va donner toute la dimension à cet acrylique qui va chanter dans les couleurs si vous voulez. Vous avez également la vasque au milieu qui est la vasque centrale du jardin de la rue des Dommeliers et puis des statues du parc du château de Compiègne qui ponctue presque toujours aussi ces tableaux. Hein, voilà. Et ici, c'est vraiment la couleur et la lumière qui va prévaloir avec les rayons qui traversent très souvent ces toiles, très exactement, cet effet de vitrail aussi. La psyché. Alors dit, je propose ici une transposition plasticienne de la psyché, c'est-à-dire l'ensemble de notre être, conscient et inconscient. Car si l'individu a une histoire qui se déroule dans le temps de son vivant, il n'en demeure pas moins que sa psyché garde toutes les traces des stades d'évolution antérieurs à elle. C'est intéressant le travail de Pierrot là, à cette époque-là. Il fait partie de cette
ces artistes qui se disent que l'art va passer dans la rue. Les artistes vont s'intéresser à des objets usuels. De cette manière, il a participé, ou il a complètement créé des tables, et j'en connais au moins 3 ou 4. Et celle-ci est comme la psyché d'une inspiration un peu cinétique. On est là sur des surimpressions de couleurs avec des hachures et puis des petites lumières. On découvrait, maintenant il y aurait diode, LED et tout ce qu'on veut, on découvrait le jeu de la lumière. Je crois que c'est ça qui est intéressant là-dedans. Et après ça, il va l'exploiter d'une manière différente dans le mur qui est l'encadrement de toute sa vie en fait. Voilà. Alors voici la Dionée, dont on ne sait pas si c'était une commande ou simplement une motivation particulière pour Pierre-Louis. Dionée, dans la mythologie, c'est la mère d'Aphrodite, mais là il s'agit bien de la plante carnivore d'Amérique qui va donc avaler ces insectes dans cette partie haute. Et tout le système de soudure que vous voyez là, c'est sa mobilette ici. Hein, puis après vous avez des tenailles, vous avez des choses préhensives, hein, avec des fourches qui prennent là, de chaque côté. Le pignon de son vélomoteur, je suppose, le réservoir à essence percé. Voilà, c'est une œuvre qui, quand nous n'avions pas retrouvé le titre de cette œuvre, nous l'avions baptisée Max Ernst. Alors, ce tableau est assez remarquable d'abord par la couleur qui est exploitée ici, qui ne sont pas les couleurs que Pierre-Louis affectionnait particulièrement, tous ces tons comme ça, ocre et assez sombres. On voit pas mal là, ici le mouvement de la jupe de la jeune danseuse, et ce tableau est remarquable aussi parce qu'il fixe une tranche de vie de Pierre-Louis qui a beaucoup fréquenté les caves de Saint-Germain-des-Prés, qui a joué du jazz, de la batterie, qui a joué du jazz avec Boris Vian. Donc voilà, ça c'est une époque de sa vie assez festive. Il a peint en 59, donc il a 29 ans à ce moment-là. Et donc cette gaieté et cette insouciance de l'après-guerre et des caves de Saint-Germain sont représentées là. Poiret, E accent aigu à l'époque, pas encore Poiret, ET, avec ce T qu'il a rajouté plus tard, car les journaux qui oubliaient l'accent sur le E le transformaient en poire, et ça, il n'aimait pas. Donc il faut considérer cette exposition comme un cheminement. Enfin, c'est le but que nous avions, qui je crois a été atteint, parce que la plupart des personnes qui sont venues ici, enfin les échos que j'en ai eus, ont été toutes frappées par la diversité du travail de Pierre-Louis, diversité à laquelle ils ne s'attendaient pas. Parce que c'est vrai que Pierre-Louis, on connaît beaucoup de ses portraits, et peut-être l'a-t-on un peu enfermé dans ce registre-là. Et en fait, forcément, dans une vie, c'était bien plus que cela. Et les tâtonnements, les recherches, les erreurs parfois des maladresses qu'il a faites au niveau pictural, tout ce cheminement donc apparaît dans l'exposition. Mode d'emploi et guide touristique pour la visite du multi-autoportrait alternatif et continu, psychanalytique, endoscopique et viscéral de l'aube à la nuit. À gauche, aspiré de l'infini, des éléments de construction se regroupent frénétiquement et se constituent spontanément, prisonniers cernés qu'ils sont par un enchevêtrement d'artères, de veines et de vaisseaux. Suivent ces portraits altérés,
morceaux de miroir renvoyant des morceaux de nous-mêmes. Reflets trompeurs et partiels aspects, ce reflet incomplet est un miroir aux alouettes dont se contentent la plupart des gens. Trop près des arbres, nous ne voyons plus la forêt. Monolithique et continu, il témoigne que, malgré nos désirs de nous façonner, de nous transformer, nous n'échappons pas à notre nous-mêmes. L'œil droit reprend à son compte ce que voit l'œil gauche. Si vous découvriez d'autres choses que j'aurais mis inconsciemment, prière de me le signaler. Il trouve, oui, je pense qu'il trouve son style, il trouve ce qu'il est, et c'est vrai que ça se manifeste donc par toute cette recherche sur le cosmos, comme a dit Marc, son frère, qui le passionnait vraiment, et puis son identité aussi par rapport à tous les portraits qu'il a fait. Donc là, ici, nous sommes devant ses autoportraits, enfin, certains de ses autoportraits, qui doivent dater, là c'est un jeune homme, je pense, qui doit dater des années 50, j'imagine. Avec une influence un peu Cocteau, et après il s'en démarque. Bon, là c'est beaucoup plus tard, parce que là ce sont ses deux enfants, Pierre Clovis et Léonore. Je pense qu'on a pu montrer de Pierre-Louis, parce qu'il avait cette personnalité très généreuse, très festive, très haute en couleurs, et puis qu'on s'est aperçu aussi par sa peinture que c'était peut-être pas si simple que ça, qu'il était un personnage beaucoup plus ambigu, beaucoup plus complexe, et peut-être moins gai, enfin plus grave et plus sombre qu'on ne pouvait le croire comme ça a priori. Et pareil, sa peinture le dévoile sur certains de ses tableaux. Souviens-toi, mon petit gars, que je t'ai porté sur les fonds baptismaux. Voilà. Tout est là dans ma relation unique avec Pierre-Louis, mon oncle. Pierre-Louis, qui, en cet hiver 1952, avait tout juste 22 ans, petit frère de ma mère, me transmit un de mes prénoms, Pierre, car un par un, ce n'était pas rien à cette époque. Pour moi, il fut tout. À quand remontent mes premiers souvenirs? Est-ce en 1963, lorsqu'il peignait le portrait de l'enfant que j'étais, déjà fasciné par la course automobile? Sans doute.
toujours sur les techniques, nous en venons au portrait. Là, vous avez un échantillon. Il était très passionné par l'expression du visage. Pour lui, c'était très important. Et donc, nous avons d'abord une huile qu'il a traitée. Il a travaillé à l'Académie de la Grande Chaumière, où on retrouve un peu buffet comme style. Et c'est un travail à l'huile qu'il faisait. Ensuite, vous avez un travail à l'acrylique, avec un travail de bombe et de pochoir. Ensuite, toujours de l'acrylique, qui était un pointillisme pour retrouver de loin les couleurs qui se rejoignent, des couleurs complémentaires qu'on peut apercevoir d'ailleurs, qui forment des couleurs complémentaires. Là, vous avez sur ce portrait de France un fond en acrylique avec un travail d'encre par-dessus et des giclées de peinture acrylique légère. Et pour finir, là vous avez un travail à l'encre il en a fait énormément, c'est une technique qu'il avait vraiment très bien approfondie. Et comme c'est un excellent dessinateur, il arrivait à jouer avec toute idée, il arrivait à le représenter sur ses dessins. Alors dans les portraits que faisait Pierre-Louis, il aimait bien, outre le fait de représenter la personne, rassembler tout ce qui la caractérise, tout ce qui la singularise. Alors souvent, donc des symboles ou des clins d'œil, comme là c'est une personne qui est anesthésiste, donc le serpent de la médecine. Ensuite, native, enfin elle est née de mois d'avril, donc native sous le signe du bélier, donc on voit la corne du bélier. Là ici, je ne sais pas bien ce que c'est. C'est le symbole féminin. Donc un 3 et un 0, donc c'était pour son anniversaire pour ses 30 ans. Cette même personne étant cavalière, donc on la voit à cheval, avec donc, et puis il a bien représenté le cheval sur lequel elle faisait ses épreuves de concours hippique, quelques obstacles de concours hippique. Là, en revanche, je ne sais pas bien. C'est quoi des spermatozoïdes, des ovules. C'est le médecin qui rend la monnaie. C'est peut-être ça aussi. Voilà, il y a ce qu'a voulu mettre Pierre-Louis, puisqu'on y voit aussi. Donc ça peut être effectivement la monnaie, mais je ne pense pas. Mais voilà, on y voit ce qu'on veut. Et puis là, vous voyez cette espèce de côté un peu comme les alvéoles, voilà, comme une ruche. Et pourquoi? Eh bien, bonne question. Voilà, et elle restera en suspens, parce que tout ne doit pas être expliqué. Parfait, c'est bien. Son neveu, François Chatriot, écrivait « Je crois que le plus souvent, sa vie, il l'a rêvée. Et il l'a peinte comme il a peint la vie des autres en faisant leurs portraits. Tous ces portraits, quelle incroyable ronde, quelle farandole de ses semblables immortalisés par ses mains spatulées, comme il disait, des mains larges, des mains d'artiste aux gros doigts habiles. De sa main droite, il avait d'ailleurs fait un impressionnant moulage en terre. C'est dans celle-ci, sans doute, que se cachait son génie. Regardez-les bien, ces portraits, ceux qui sont exposés ici, ou ceux que vous avez la chance de posséder. C'est son œil délavé bleu, perçant qui a décodé, retrouvé, sublimé, amélioré parfois, rajeuni peut-être tous ces visages. À travers eux, c'est Pierre-Louis Poiret qui vous regarde.
François Chatriot poursuit en expliquant. Artiste érudit, ouvert sur le monde depuis ces forêts de l'Oise sans cesse revisitées, jusqu'aux plus lointaines galaxies qui le fascinaient. Artiste peintre, je l'ai si souvent vu peindre dans son atelier sous la Grande Verrière, l'hiver en anorak en train de dégeler les pinceaux pris dans la glace, et l'été en maillot de bain. Le plus fascinant était de le suivre dans une exposition de peinture, modeste ou géniale, et de voir son œil bleu pâle observer, scruter, intégrer cette matière qu'il connaissait, sans jamais juger. Je ne l'ai jamais entendu dénigrer un autre peintre, il n'aurait pas osé. Alors ce tableau qui est une huile est tout à fait représentative de l'époque parisienne, où l'on retrouve toujours le soulignement du tracé en noir qui est de l'école toujours de l'académie de la Grande Chaumière à Paris, qui est celle de Buffet. Vous avez toujours ces lumières que l'on retrouve de Pierre-Louis, ces jeunes lumières qui sont pour lui très importantes. Pour moi, c'est l'un de ses plus beaux tableaux, et qui est un avis personnel. Evelyne, qu'en penses-tu ? Je trouve que c'est un très beau tableau parce qu'on a le sentiment de l'attente avec cette chaise vide. C'est une nature morte aux pommes, mais je vois des oranges. En fait, il a besoin de ces couleurs pour garnir cette table avec une magnifique nappe blanche. Je trouve que ça, c'est très important, la manière dont il a traité le blanc de cette nappe qui centralise, qui fait une scène de cette table. Et nous avons les grands classiques, quand on va à l'école, on commence à apprendre la bouteille, ses reflets, le verre, les pommes depuis Cézanne. Et il a quadrillé son tableau, il a fait un filet sur son tableau grâce au carrelage qui est derrière et celui qui est au-dessus. Je pense qu'avec ces lignes, il a fait un seul tableau de quelque chose qui n'est pas par étage. Il n'a pas étagé sa composition. Il a trouvé un juste équilibre qui rend la composition très dynamique avec le sentiment d'une absence qui me paraît très importante là, pour quelqu'un à venir. Et cette chaise bleue, oui, qui est, elle, dans l'attente de quelqu'un, qui est bien soulignée et qui fait finir la composition de la toile. Qui est le personnage central de cette toile.
Cette exposition a accueilli 2790 personnes, donc ce qui fait une moyenne de 66 entrées jour sur 42 jours. Et donc toute tranche d'âge est venue visiter l'exposition Pierre-Louis Poiret. Et il a fallu faire un choix parce qu'on voulait que ce soit très léger pour que, comme c'est une rétrospective, c'était pour que les gens aient le plaisir vraiment d'analyser chaque toile. C'était le but, de découvrir, alors que si on en mettait beaucoup trop surchargés, les gens n'auraient pas eu le même plaisir à regarder tous les détails. C'est ça qui est assez difficile en général, que ce soit effectivement pour cette exposition ici ou même pour d'autres expositions. C'est effectivement, comme l'a dit Christine, le choix et donc après également donc, la scénographie. Oui, le risque est bien présent. Ouais. Et ça, c'est un peu la hantise. C'est un peu la hantise, ouais. Mais bon, ça va de ce côté-là. Je dirais que je vais toucher du bois. Et jusque-là, il n'y a jamais eu trop de grosses casses. Ça va. En général, on s'en sort assez bien. Oui, voilà, il faut vraiment prendre son temps. Il faut vraiment faire ça tranquillement et sereinement, pas se précipiter parce que c'est là où on fait des bêtises. Et puis, voilà. Et après, bon, malheureusement, une fois que c'est fait, et on ne peut pas revenir en arrière. Donc oui, effectivement, c'est assez important, donc le décrochage et même quand on accroche également, c'est assez important d'avoir une sécurité maximale pour justement être serein, avoir une sérénité au niveau du montage. Voilà, l'exposition de Pierre-Louis a pris fin hier et aujourd'hui c'est le démontage. C'était un plaisir immense et plein d'émoi que de m'être occupée avec Martine Taïdé de cette exposition. Pierre-Louis est pour moi un très bon ami et j'ai vraiment été marquée et eu beaucoup de plaisir à m'occuper de cette exposition. Et le déménagement? Oh ben ça c'est de la logistique, c'est toujours un peu, enfin à la fois pas très rigolo, puis en même temps aussi, en même temps quand on a monté l'exposition, quand il fallait mettre tout accroché, c'était drôle. Et puis c'est vrai que on a été très, Hassan et Laurent qui travaillent pour la ville de Compiègne ont été vraiment d'une gentillesse extrême, d'une bienveillance et d'une compréhension extrême, et que c'était très agréable de travailler avec des personnes intelligentes, souples, vives, qui puissent comme ça s'adapter à nos demandes. Elles l'ont fait avec beaucoup de générosité, donc ça c'est bien. Et puis de même, voilà, pour décrocher tout ça, ça s'est fait très vite. Alors évidemment, le décrochage est plus rapide que l'accrochage, donc comme si, ça y est, il fallait que... il faut que ça dégage et il faut passer à autre chose, donc c'est bien. Ils sont repartis, je le pense et je l'espère, avec de belles images en mémoire, et que ça, de toute façon, la mémoire et les souvenirs et les bons souvenirs, quel que soit le temps qui passe, restent à jamais.